Je vous propose peut-être en une dizaine de diapos une réflexion sur le tourisme spatial. D'abord, on est tous d'accord, c'est un rêve que la plupart des gens partagent. C'est celui de s'envoler dans l'espace. Bon, ça date de très très longtemps évidemment, mais en même temps, le fait de se dire soi-même que peut-être on ira dans l'espace, eh bien, ça date de, pour moi en tout cas, et je crois pour la communauté spatiale de 1980 avec la navette spatiale, parce que moi j'étais à son premier vol aux États-Unis et je dois dire que la plupart des Américains, en tout cas la moitié, pensaient qu'un jour ils pourraient peut-être y aller quand même, parce que c'était un vol par semaine prévu. C'était en 86 avec l'accident de Challenger et la navette spatiale, puis vous savez qu'il y en a eu un second. En 1986, ça a été la fin des illusions. C'est extrêmement compliqué et ça restait complètement incroyable d'aller dans l'espace. Et même si actuellement on continue à y aller avec des fusées de plus en plus sûres, il n'empêche que c'est extraordinairement difficile. Alors, un autre moment un peu particulier, ça a été celui où a commencé dans les médias, et les gens ont parlé de tourisme spatial ou de touriste spatial avec Denis Tito, qui est le premier qui s'est payé un vol. Alors lui, c'est un touriste qui est milliardaire et qui s'offre avec des dizaines de millions, c'était dans les 40 millions, entre 30 et 50 millions, parce qu'il y a des petits à côté, hein, la formation, des petites choses. Mais ça coûte très très cher. Mais par contre, on vole comme un astronaute, on accompagne les astronautes et finalement, c'était le premier touriste spatial. Et il a vécu un vol de plusieurs journées dans la station spatiale internationale et il a vu la Terre, etc. Actuellement, par contre, ces touristes spatiaux qui se sont achetés un vol, ou qu'on leur a offert d'ailleurs, c'est encore, ça reste sur les deux doigts de la main, hein, il y en a une dizaine à peu près qui ont été dans l'espace. Donc ça reste quelque chose de très, en très petit nombre. Alors, il y a eu un autre moment particulier, c'est celui où est arrivée une autre forme de touristes spatiaux, ou une autre forme de tourisme spatial, c'est celui de Charles Bronson, vous savez, avec Blue Origin. Il a lancé la commercialisation, finalement. Vous voyez à droite son avion Spaceship One qui a réussi à aller à 100 km d'altitude et qui a réussi à gagner le Google X Prize, qui était un prix pour celui qui volait 2 fois dans les 15 jours. Il fallait 2 fois aller à 100 km d'altitude. Il a réussi et il s'est dit, on va faire une industrie de ça. Il crée maintenant le Spaceship Two qui, normalement, il y a des centaines de gens qui ont acheté des vols, normalement devraient voler. Mais ils ne volent toujours pas un seul vol commercial encore. Ça peut arriver, ça va peut-être arriver, mais ce n'est pas encore le cas parce qu'il y a eu beaucoup de déboires, des accidents. Et puis, en ce moment, cette année, on reparle de tourisme spatial quand Elon Musk, vous savez, le milliardaire qui a créé la société SpaceX et qui a réussi à faire des fusées extrêmement puissantes, extrêmement sûres, qui reviennent au sol, a une ambition extraordinaire. Et il a réussi à vendre à un Japonais, un artiste japonais, un vol qui fera le tour de la Lune. Alors, on verra quand, hein, on verra quand, comment, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, il a réussi à lui vendre, c'est dans le genre un petit milliard pour quelques personnes qui peuvent aller faire un petit tour de Lune. Alors, je voudrais juste, parce qu'on est ici aussi pour la science, la technique et puis pour la pédagogie et le plaisir, il faut quand même faire bien la différence. Il y a un facteur de 50 à 100 dans l'énergie, dans le prix, dans énormément d'aspects, entre le fait d'aller simplement vers la verticale et vers 100 km d'altitude, hein, que ce soit 80, 100 km d'altitude, comme si vous montiez à l'échelle et vous vous retrouvez dans un ciel qui est noir, vous vous retrouvez comme dans l'espace. Mais en réalité, si vous étiez à une échelle, vous comprenez bien que vous n'êtes pas du tout en orbite, vous n'êtes pas dans l'espace au sens où les astronautes le sont. On les appelle les vols suborbitaux ou les subastronautes. J'ai nommé ça subastronautes parce que de temps en temps, on les appelle des astronautes parce qu'à 100 km, c'est une espèce de limite où on pourrait nommer des gens astronautes. Mais ce n'est pas le cas des astronautes qui sont les Space Explorers, par exemple, et qui ont un club mondial dans lequel il faut avoir été en orbite. Donc ne pas confondre ces deux vols très particuliers où l'énergie est considérable pour aller en orbite, alors qu'aller à 100 km d'altitude est finalement relativement facile, même si ça reste donc très très cher dans les deux cas. Et donc il ne s'agit pas, comme on le voit beaucoup dans les médias, d'une forme de démocratisation de l'espace.
C'est pour ça qu'il faut se poser la question de savoir finalement que doit-on défendre ou que doit-on promouvoir dans cette affaire. Nous pensons qu'un astronaute qui part dans l'espace, il est bien perçu. Thomas Pesquet a été bien perçu en France, il a partagé son vol, il a été choisi pour ça, il a été là pour faire des expériences scientifiques, des expériences techniques. Il a aussi vécu une aventure personnelle qu'il a pu faire partager, c'est une bonne chose. Et donc, finalement, subastronautes comme astronautes, pour nous, doivent rester une toute petite minorité qui nous font partager les choses. Oui, parce que qu'en sera-t-il des vols privés, c'est-à-dire ces vols où on se paye un siège pour aller dans l'espace? Nous pensons, dans les médias, on le voit de plus en plus, où les journalistes ont beaucoup de mal à faire la part des choses parce qu'on dit on va dans l'espace, on prend une navette spatiale, enfin plein de mots qui, à mon avis, ne sont pas bons. Et on pense que du point de vue écologique, du point de vue éthique, du point de vue du rapport qu'il y a à la consommation pour un simple loisir et de nos problèmes actuels par rapport à l'empreinte écologique qu'on a sur Terre, un occidental ou évidemment encore beaucoup plus un Africain ou des gens dans des pays où il y a une empreinte écologique infiniment moins grande. Nous pensons que l'espace est un champ civilisationnel, un champ de recherche scientifique extraordinaire et qu'il faut qu'il le reste en gros et que ce ne soit pas un champ uniquement, pas un champ uniquement, mais un champ de loisirs. Et vous savez qu'il n'y a pas de plan B, effectivement. On entend de temps en temps Elon Musk avec SpaceX raconter qu'il va aller mettre des centaines de personnes sur Mars. Il fait de la com, il fait... Pourquoi pas, hein, l'idée est très intéressante. Hein. L'idée est passionnante parce qu'on peut inventer, on peut rêver et on peut aller même dans un projet, aller vers cela pour pouvoir finalement progresser, nous, au niveau sur Terre, en matière scientifique et technique ou en matière même d'artistique, etc. Mais par contre, raconter ça maintenant, c'est pas sérieux quand on sait qu'on n'a pas de plan B et que les milliards d'êtres humains vont devoir composer avec leur vaisseau spatial. Donc nous, la Cité de l'Espace, alors comme ici pour ce festival, ce que je veux dire, c'est qu'il y a d'autres manières de partager l'espace et de le vivre. Et je pense que c'est un de nos challenges à la Cité de l'Espace, c'est de dire finalement, on peut vivre, on peut simuler, on peut échantillonner ce qu'est un voile spatial. Il est normal de rêver et d'avoir envie finalement de s'envoyer en l'air et d'avoir une énorme capacité à... J'avais une diapo que j'ai... Pardon, j'ai une diapo que j'ai... Oui, c'est ça. Je voulais juste revenir sur le fait de rêver d'aller dans l'espace. En fait, ce que recherchent la plupart des gens, selon les gens, c'est un peu différent, mais c'est de vivre les sensations d'un astronaute au sens physique, au sens de la puissance d'une fusée, de vivre ça comme on vit finalement avec une moto puissante, une voiture puissante, un avion puissant. Et beaucoup des astronautes ont envie de vivre ce rêve ultime de la puissance. La courbure de la Terre et la Terre vue d'en haut, c'est Apollo. Apollo 8 nous a montré cette Terre extraordinaire vue d'en haut. Et ça, je dois dire qu'il est normal d'essayer de la voir. Nous avons une énorme salle IMAX. Quand on vit dans un film IMAX de Hubble 3D, par exemple, Jean-François Clairvoy qui vient, et il vient toujours se taper le film et il pleure parce qu'il revit quelque part son vol. Donc des grands cinémas peuvent le faire. Et puis flotter dans l'espace, on peut le faire, c'est un peu plus difficile ça, mais on peut le faire un peu, soit en simulateur, soit en avion 0G, c'est quand même un peu moins, un peu loin. Donc nous, la Cité de l'Espace, en gros, comme tous les gens qui veulent faire du partage de l'espace, on peut le faire, on peut y arriver. Je travaille personnellement sur beaucoup de simulateurs, j'en ai fait beaucoup, simulateurs lunaires, de gravité lunaire, simulateurs de marche martienne. J'avais envie, moi, de tout ça, donc c'est pas pour dire qu'on n'a pas envie d'aller dans l'espace, qu'il ne faut pas tenter le tout pour le tout et de le faire sur Terre. Donc il va falloir qu'on intègre tout ce qui est nos vocabulaires liés à notre vaisseau Terre et que la biologie, le biotope, l'atmosphère, la haute atmosphère, tout ça, on puisse, l'empreinte carbone évidemment, on puisse absolument le maîtriser. Ensuite, une petite chose, vous voyez ici à droite en bas, par exemple, j'ai créé un simulateur de marche lunaire ou martienne. Eh bien, avec ça, vous êtes à peu près parfait en matière de simulation. Alors, c'est pas parfait dans le sens où on est d'accord, hein, la gravité, si vous tendez le bras, votre bras tombe. Par contre, votre corps entier, dans un simulateur comme ça, peut simuler la marche lunaire et martienne.
Je fais aussi, vous pouvez aussi faire d'énormes. Vous avez ici des réalités virtuelles qui sont extraordinaires où on peut à un moment donné se croire dans l'espace. Et donc, si vous créez tous ces moments forts, vous pouvez éviter d'aller créer un loisir inutile par rapport à Jeff Bezos ou en tout cas, non pas à eux quand ils font des fusées qui vont servir à la science et à la technique, mais quand ils font des ventes pour du loisir en grande quantité. Vous avez des quantités de choses qui peuvent permettre sur Terre d'avoir le plaisir de vivre ce que vivent les astronautes. Et puis, il faudra quelques astronautes pour nous le raconter. Donc, si je conclus, j'en conclus à une pyramide un petit peu de la zone de risque concernant le tourisme spatial. C'est celui du prix, avec un vrai problème social et éthique par rapport à ça. Le problème écologique qui se pose, vous le savez très très bien pour nous tous, même à notre niveau avec une voiture ou avec un avion. Et puis, bien sûr, un problème de risque important. Et vous avez ici la possibilité finalement de rajouter finalement une forme de tourisme de l'espace et non pas un tourisme spatial, un tourisme de l'espace qui permet, bien sûr, chez nous, il y a un prix à payer pour rentrer à la Cité de l'Espace, mais on fait énormément de choses gratuites, ouvertes, comme ici, et comme dans beaucoup d'endroits, que ce soit dans la région parisienne, à Paris ou ailleurs, il y a plein d'endroits dans lesquels on peut vivre l'espace et le partager. Et puis, j'ai laissé entre deux un peu l'avion 0G, qui est d'abord parce que c'est Jean-François Clairvoy, qui est un ami et qui le fait vivre, mais aussi parce que l'avion est quand même un engin relativement plus propre et relativement aussi qui petit à petit sera de moins en moins impactant, on l'espère, même s'il faut le limiter. Voilà, donc je pense que c'est essentiel de comprendre qu'il faut rêver, il faut avoir envie du vrai progrès, du progrès qui va être utile à tous, de faire attention au bien commun, et actuellement, c'est absolument nécessaire, et dans le domaine spatial aussi.